cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 14 avril 2025, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre émission Le Monde en 52 minutes. Cet après-midi, la Côte d'Ivoire, l'Europe, l'Iran, les États-Unis et Taïwan s'invitent au débat pour en parler. J'ai avec moi Didier Sanson, journaliste enseignant. Bonsoir Didier. Bonsoir Tatiana. En face de Didier, il n'est plus à présenter, Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir Martial. Bonsoir Tatiana. Ça fait un moment quand même, hein? Tu nous as quand même dribblé manqué. là. Je suis de retour. Je savais pas que tu étais un bon footballeur comme ça. Tu es de retour. Oui, je suis Cette de fois, retour. c'est calé. Calé. Voilà, chers internautes, nous allons du côté de la Côte d'Ivoire, accusé de partialité, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI suspendent leur participation de la commission électorale indépendante. Année électorale très importante en Côte d'Ivoire, mais avant l'échéance proprement dite, ça claque déjà les portes martiales. Ah oui, c'est ça, vous l'avez dit, ça claque déjà les portes. Et quand c'est la Côte d'Ivoire que l'on voit l'expérience, ça fait craindre, hein. Nous nous retrouvons dans une dynamique où nous avons deux partis d'opposition qui normalement devaient prendre part au processus, en fait à la commission électorale indépendante, tout ça pour veiller à la transparence du scrutin, à ce que les choses se déroulent dans les normes. Mais le simple fait que ces deux partis d'opposition décident de suspendre leur participation à cette commission électorale indépendante remet déjà en cause la crédibilité de l'élection, même si cela a lieu, et c'est le point de départ des tensions. Et quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, ça peut aller très rapidement dans tous les sens. Alors nous sommes quand même à 6 mois des élections et les deux principaux partis d'opposition accusent déjà la commission électorale. Pourquoi selon vous? Oui, alors, deux partis de l'opposition, moi je mets des bémols partout hein, aux partis d'opposition. PDCI contre RDPH, c'était la même famille. Autrefois, ce fut jadis dans longtemps. Oui, c'est pas si loin que ça, c'est des cousins, et même des frères siamois. Et quand on se retrouve dans l'opposition pour des intérêts partisans, oui, je conçois, mais en même temps, j'ai du mal à cerner les choses quand on se met résolument dans l'opposition pour contester quelque chose dans le fond. Moi, la politique de la chaise vide, je n'aime pas trop. Tu n'adhères pas beaucoup? Non, j'adhère pas à la politique de la chaise vide. Soyez là. Et puis, vous savez, quand on s'appelle Laurent Gbagbo et qu'on a une chercheur de gloire, son avenir derrière lui, il ne peut plus être en tête de liste. Or, c'est ce qui vient, c'est ce qu'on voit. Et puis le PDCI, qui vont chercher Thiam, oui, peut-être, mais il y a un renouvellement des classes que je ne comprends pas. Et donc... Mais vous estimez que Thiam, c'est pas un renouvellement de la classe? Oh, c'était un ancien qu'on est en train Un ancien nouveau, c'est ça? C'est un ancien nouveau. Ok. Merci, j'aime ça. Un ancien nouveau. Un ancien nouveau qu'on est en train de passer. Bon, ça fait un nouveau nom quand même. Bon, mais c'est pas grave. Renouvelons un peu les choses. Et puis, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord, on s'exclut, etc. Non, il faut rebattre les cartes de l'intérieur. Il faut être là et montrer aux yeux du monde les choses qui ne vont pas, mais faire la politique de la chaise vide et le dénoncer les camarades en disant ce sont eux les tricheurs, mais au final, s'ils sont seuls, mais ils vont être seuls. N'oublions pas que ces seuls dont nous parlons sont au pouvoir.
Ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, il faut aller sur ce terrain-là. Il faut les combattre à l'intérieur même du système et non de dire que les cartes sont pipées dès le départ et que si et que ça. Ça a toujours été ça. Moi, je ne vois pas d'élection tranquille en Afrique depuis longtemps, quoi. Et comme disait Martial tout à l'heure, quand c'est la Côte d'Ivoire, ça peut aller très vite. Il faut faire très attention. Alors justement, Didier soulève un problème très important, la politique de la chaise vide. Est-ce que vous, en tant qu'analyste géopolitique, par ces agissements du parti de Laurent Gbagbo et du PDCI, vous voyez déjà tout de go la politique de la chaise vide? Et puis, deuxièmement, le processus électoral est déjà très critiqué et surtout dénoncé. Mais vous voyez, la politique de la chaise vide, en fait, c'est le début du processus qui a été engagé là parce que ils refusent des discussions. En fait, le PDCI, le PPACI pensent que le parti au pouvoir, le RHDP, ne veut pas des négociations. Donc, la voie du dialogue est déjà bloquée, alors que le dialogue est le point de départ pour s'entendre. Et si nous ne pouvons pas dialoguer et que nous nous retirons de la commission qui est censée suivre les élections, ça veut dire que nous menons justement la politique de la chaise vide parce que sans participer réellement à cette commission, je ne vois pas comment est-ce qu'ils participent aux élections, reconnaissent les résultats des élections et tout cela. Et l'expérience nous a montré que la politique de la chaise vide n'a jamais marché. On a vu récemment au Togo comment est-ce que ça s'est passé. Quoi qu'on dise, la constitution, la nouvelle république a été adoptée, le régime a changé. Et ça s'est fait sans l'opposition. Oui, justement. Excusez-moi de vous couper. Et ça s'est fait sans l'opposition, sauf que ils veulent aller au pouvoir. Avec quel principe? Justement, c'est cela. Et c'est là qu'intervient les propos de M. Didier Sampson qui dit qu'il faut être à l'intérieur du système pour l'améliorer, pour le comprendre, pour dénoncer et chercher de faire avancer les choses. Mais quand vous êtes à l'extérieur du système, vous êtes confronté à la réalité. La réalité, c'est que c'est le RHDP qui est au pouvoir et qui contrôle en quelque sorte toutes ces institutions. Et quand vous-même, vous êtes conscient que, surtout quand nous prenons le cas de Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui a suffisamment été important dans la vie politique ivoirienne. Et puis, je dirais qu'il a obtenu presque tous les grades. Pourquoi revenir et créer ce genre de situation? Oui, mais de toute façon, il vous dira qu'en face, ça... le champion qui est de l'autre côté est revenu, donc. Oui, le champion de l'autre côté est revenu, bien sûr, parce que vous savez, le PDCI, RDA a besoin d'un nouveau sang. Et puis ce sang-là, il est là, c'est Tidiam Thiam. Nous avons vu comment est-ce qu'il a été propulsé à la tête du parti en décembre 2023. Et il y a ce jeu-là, ce contrepoids qui se joue effectivement. Et là, nous avons le PPACI dont le candidat jusqu'à présent n'est pas présent sur la liste électorale. Et donc, il y a toujours ce jeu. Si on veut parler de ceux qui sont en règle, à l'instant où nous parlons, c'est bien le RHDP et le PDCI. D'accord. Alors, comme dans tous les scrutins, surtout en Afrique francophone, hein, Didier, les irrégularités, au niveau des listes électorales sont toujours dénoncées. Mais aujourd'hui, quand on prend le cas ivoirien où les uns les autres appellent à un dialogue politique, un dialogue politique, est-ce que c'est d'actualité? Il faut toujours discuter. Hein. Oui, il faut toujours discuter. Vous voyez, même quand on est des pires ennemis, on ne fait la paix qu'avec l'ennemi. Hein. Les amis n'ont pas besoin de s'embrasser sur la bouche tous les jours, donc ça va. Mais on ne fait la paix qu'avec l'ennemi. Donc, et puis en plus, on n'est pas en guerre. Dans un pays où on se donne dos, vous voulez construire quoi? Ça a toujours été mon problème. Et donc, c'est maintenant qu'il faut négocier. C'est maintenant qu'il faut tirer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je prends 4, tu en prends 5 sur 10, il reste 1. On va voir de quel côté il va balancer. C'est de la négociation, c'est de la politique. Et rien n'est juste. Ce n'est pas de la justesse. Hein. On va mettre au point une loi, elle est injuste, mais elle va basculer d'un côté ou de l'autre. Il faut participer à tout ça. Je reviens là-dessus. Donc, c'est dans la négociation. Qu'est-ce que tu peux lâcher, que moi je peux récupérer, etc. Mais c'est de la politique. Et que ce soit malhonnête, mais c'est de la politique. Et que ce soit pas très honnête, c'est de la politique.
tout ce que vous voulez. C'est comme ça. Parce que vous, quand vous venez au pouvoir, vous allez faire pareil. Donc, et on essaye au mieux d'avoir une loi cadre, d'avoir une constitution pour dire on va encadrer à gauche, à droite, etc. On va baliser. Et à l'intérieur. Vous voyez, quand vous prenez même le cas du PDCI, alors il faut savoir, ceux qui sont de Dimbokro, hein, ceux qui vont jusque-là, au-delà de Yamoussoukro, est-ce que vous êtes avec ceux de Bouaké, un peu plus... etc. C'est des équilibres, c'est pas du régionalisme, mais c'est des équilibres. Vous allez dans les pays les plus grands démocrates que vous voulez, aux États-Unis, on vous dira, quand tu gagnes l'Ohio, c'est que tu as gagné ici, quand tu gagnes l'Arkansas, c'est comme ça. Donc, on voit, ici, ce sont des chrétiens catholiques qui vont voter. Ici, ce sont des évangélistes, etc. Trump a joué là-dessus. Bolsonaro, il y a quelques années, au Brésil, il a joué là-dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément de dire que c'est du régionalisme, c'est de l'ethnocentrisme. Non, il se trouve que nos populations sont ainsi divisées. Mais c'est de la négociation pour voir les équilibres. Équilibre social, équilibre politique, et pourquoi pas équilibre ethnique pour gouverner un pays. Parce que vous voulez gouverner comment? Vous seul au pouvoir, et si on continue comme ça, le RDPH là va continuer de faire ce qu'il veut. Hein? Et la fameuse commission électorale, CEI, ça a été mis en place. Donc, on refuse ça. Bon, maintenant, moi je veux bien qu'on contexte tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors je pose la question de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est prudent pour les uns et les autres que l'opposition soit discréditée et disqualifiée du côté de la Côte d'Ivoire? Parce que tout à l'heure, dans ses propos, Didier a quand même dit qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, rien n'est encore... Il n'y a pas encore... Il y a toujours ces petites blessures qui sont là, qui sont latentes là. Oui, je ne dirais même pas de petites blessures, ce sont de graves blessures qui, depuis 2010, les événements de 2009-2010 n'ont pas été tout à fait réglés, soignés, cicatrisés. Et donc, on attend que l'occasion favorable pour que toutes ces blessures se ravivent et que ça devienne complètement un chaos. Donc, ce n'est dans l'intérêt de personne que l'opposition ne participe pas aux élections. Ce n'est pas dans l'intérêt des Ivoiriens d'abord, ce n'est pas dans l'intérêt non plus du parti au pouvoir qui quand même a effectué un travail impressionnant depuis son arrivée au pouvoir de remettre en cause tout ce travail-là avec cette crise, parce que c'est le genre de crise qui déchire énormément le pays. Donc, l'essentiel, c'est de trouver le point de négociation pour avancer. Et là, il y a déjà des éléments que l'on peut déjà commencer à exploiter. Le PPACI n'est pas sur la liste électorale. Que laisse finalement Laurent Gbagbo. Et il n'est pas seul dans le cas. Oui, justement. Il n'est pas seul dans le cas. Ils sont près de 12 000 là, qui sont pas sur la liste électorale. Donc, on se demande, mais on donne quoi? On donne le fait que certaines personnes soient sur la liste désormais et vous restez calme, vous acceptez ce qu'on fait. C'est déjà un point essentiel de la négociation. Et il y a bien sûr d'autres considérations qu'on pourrait prendre en compte. Et une fois que tout ça se l'est réglé, je pense qu'il serait mieux que les élections se déroulent de façon pacifique. Si ce n'est pas fait et que l'opposition, puisque c'est la même chose qui s'était passé, l'opposition n'était pas présente. Ici, le parti va remporter, on dira que nous n'avons pas été convoqués, nous n'avons pris part à rien, nous contestons les élections, et puis ce qui est malheureux, c'est des jeunes qu'on manipule, et puis c'est fini, on met le pays à feu et à sang. Et pour compléter cela, il ne faut pas non plus qu'on dise oui, l'opposition fait la politique de la chaise vide, ce sont eux qui doivent être là, etc. Il n'y a pas que ça. Le parti au pouvoir et le gouvernement qui doit se distinguer du parti au pouvoir, l'exécutif donc doit tout faire aussi pour faire un pas vers ceux qui s'excluent eux-mêmes. Voilà. Parce que vous gouvernez un pays, vous allez dire ah ben ils sont partis, tant pis pour eux. Non, parce que dans tous les cas, même de la manière la plus honnête, vous serez mal élu.
puisqu'il y a une partie de la population qui a été oubliée. Alors justement, Des ça me électeurs. permet, avant de continuer, ça me permet de vous poser la question de savoir, lorsqu'on scrute dans tout ce paysage politique ivoirien, est-ce que le président Alassane Ouattara a toutes les manettes à sa possession? Non, en plus, je pense, hein, on est d'accord qu'il va faire son dernier mandat. Bon, on pense, hein, bon, non, il faut qu'il fasse son dernier mandat. Donc, il n'a pas, il y aura de moins en moins les manettes en main. Les manettes. Donc, il vaut mieux, comme disait Martial, tout ce qui a été fait, il ne faut pas que ce soit balayé parce que le pays est instable. Parce qu'après, quand il y a de la violence, on casse tout, on va dans tous les sens et on détruit ce qu'on a construit soi-même. C'est pas bon. On ne peut pas dire que la Côte d'Ivoire a fait du surplace. Non. Le pays a bien évolué, a bien avancé. D'accord. Mais il faut que tout le monde y participe. Bien sûr, je ne viens pas au pouvoir pour laisser l'opposition venir. C'est de bonne guerre, je fais tout pour rester. Bon, donc on va rester. Sauf que il faut rester au pouvoir avec une opposition responsable et représentative. Il ne faut pas les laisser dire, oh, ben, se sont exclus. Non. Donc il y a un vrai souci. Et donc l'exécutif, en dehors du parti, l'exécutif dirigé par Ouattara doit maintenant faire davantage de pas vers les autres pour les associer. Sinon, c'est à eux de fournir plus d'efforts. C'est à eux de fournir plus d'efforts. C'est à eux de fournir plus d'efforts parce que c'est l'exécutif. Et l'exécutif représente un pays, il ne représente pas une région. Pas un parti politique. Il y a beaucoup plus de moyens de pouvoir les ramener. Absolument. Alors, avant de clore ce sujet ivoirien, on croyait enterrer, voire même oublier la question de l'ivoirité, mais apparemment, c'est en train de refaire surface là. Oui, et c'est là que se joue tout l'enjeu du fait que ces élections se déroulent dans un contexte pacifique, puisque cette notion d'ivoirité, Henri Konan Bédier, tout ce que ça a pu créer à l'époque, pourquoi remettre cette question sur la table quand il y a des risques d'instabilité, d'élections qui vont se dérouler dans des contextes chrysogènes, il ne faut pas ajouter de plus en plus d'éléments chrysogènes à la situation. Donc je pense que c'est le moment, et comme M. Didier Samson l'a dit, c'est le moment pour le parti au pouvoir, le RHDP, de commencer à mettre en place tout le mécanisme nécessaire. Oui, parce que c'est facile de dissocier le parti du pouvoir exécutif. Si là, vous dites le RHDP doit mettre tout en œuvre. Alors, qui sera mandaté au niveau du RHDP pour aller discuter avec le PDCI ou alors avec le parti de Laurent Gbagbo? Est-ce que c'est le président du RHDP? Parce que les autres... Le RHDP, c'est là qu'on voit la grandeur des hommes. Ouais. C'est là qu'on voit la grandeur des hommes et c'est là qu'on voit si les institutions fonctionnent réellement. Le RHDP devrait pouvoir désigner des gens qui ne sont pas du gouvernement, et parce que c'est le gouvernement qui doit piloter cela. Donc le gouvernement, en tant qu'exécutif, garant de l'unité nationale et de l'intégrité du pays, l'État, donc concentré dans les mains de l'exécutif, doit prendre l'initiative de dire, ok, nouvelle concertation, nous, gouvernement, ordonnons que tel parti, tel ou tel, vous devez venir pour qu'on discute et revoir comment fonctionnent nos institutions. Si vous refusez de participer, c'est qu'il y a un problème. On peut condamner les autres de dire la politique de la chaise vide, ce n'est pas bien, mais en même temps, il appartient à l'exécutif de prendre les initiatives. Et c'est là la grandeur des grands hommes, justement. D'accord. Là, nous nous rendons du côté du vieux continent. Sécurité de l'Ukraine, la recherche d'un plan par les alliés. La sécurité de l'Ukraine, une question à plusieurs inconnus. Oui, justement, est-ce qu'une question à plusieurs inconnus, certainement pour les Européens, hein, pour les Américains, c'est quelque chose qui semble être réglé. Et puis, disons que la responsabilité revient de plus en plus aux Européens aujourd'hui d'assurer la sécurité de l'Ukraine à travers quoi? Des garanties. Et c'est ce que l'on recherche depuis. Ces garanties ont été envisagées sur le plan militaire. Quelles forces déployer pour éviter qu'à la fin de ce conflit, parce que c'est déjà dans l'esprit de chacun des Européens que cette guerre, elle est terminée. Ce qu'on fait, c'est d'éviter qu'une guerre, après cette guerre, éclate. Et donc, qui pour organiser
tout le dispositif sécuritaire de protection de l'Ukraine par rapport à une probable agression prochaine de la Russie. Et vous savez, les Européens sont toujours divisés sur cette question, d'autant plus que les Américains ne sont plus là pour accompagner. Il y a des Européens, il y a des États européens qui demandent nécessairement à ce que les Américains soient présents dans la balance avant de pouvoir donner leur avis, avant de pouvoir s'engager, afin d'être protégés éventuellement contre n'importe quelle attaque. Donc, aujourd'hui, les Européens sont très divisés et c'est un travail essentiel qu'ils essaient de faire tant bien que mal. Ça ne marche pas encore. Ils sont toujours boiteux, mais je pense que tout ça n'est dû qu'à l'impréparation à la situation auquel l'Ukraine est confrontée aujourd'hui, suite au retour de Donald Trump au pouvoir. Il a parlé de garantie. Alors, à moi de vous demander aujourd'hui, qui peut et qui va garantir cette sécurité? La garantie de la sécurité dépend essentiellement de l'équilibre que peuvent mettre en place les Européens. Les Européens, l'Union européenne, n'a pas une politique étrangère bien claire, bien définie. N'a pas une politique de défense très claire, bien définie. Et donc, si il doit y avoir une sécurité, il faut absolument que ce soit pris en compte à l'intérieur du système européen, qui va donc regarder, c'est bien pour ça que d'autres pays européens préfèrent dire attention, je veux la garantie des États-Unis, parce que l'Europe n'a pas une politique étrangère, une politique militaire bien définie. Donc le parapluie américain est encore essentiel, ne serait-ce que par exemple pour la Pologne, qui est dans le flanc et qui a besoin, et les pays baltes qui se posent des questions. Oui, une question. Hein? Voilà. Oui. Et puis, mine de rien, quand vous descendez un peu du côté du Bosphore, un peu plus bas, vous avez la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, mais ne fait pas partie du système intégré. Bon, bref, c'est assez compliqué. Donc, ces pays sont à la limite des choses improbables. Ouais. Des choses improbables. Donc, il ne faut pas naviguer à vue. Parce qu'il y a quelqu'un en face... C'est l'impression que vous avez? Oui, il y a quelqu'un en face qui n'attend que ça. Continue de naviguer à vue. Et moi, je vais continuer d'avancer et annexer des territoires. Bon, voilà, parce que, bon, vous savez, un seul homme, et puis le système est gâté. Hein, on a connu ça à d'autres moments. Donc, c'est souvent des hommes un peu fou parfois, qui amène à ça. Et donc, Poutine, pour ne pas le citer, a bien compris que le système européen est un peu bancal. Donc, joue à fond là-dessus. Et tant que les Européens n'ont pas défini une politique de défense claire vis-à-vis de la Russie. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment tout de suite aller très vite et mettre l'Ukraine dans l'OTAN, redéployer les choses en Pologne, etc., ce que souhaite la Pologne, etc., etc. Est-ce qu'il faut aller vite dans ce sens? Ne pas trop fâcher la Russie, ne pas l'humilier comme disait Macron, et puis Trump. Mais est-ce que ce serait est-ce que l'adhésion de l'Ukraine aujourd'hui à l'OTAN ou bien à l'Union européenne, ce serait une chose plausible? Non, de toute évidence, aujourd'hui, il n'y a aucun élément ne nous permet d'affirmer que l'Ukraine pourrait faire partie de l'OTAN, en tout cas pour les 10 prochaines années même à venir. Je doute fort que cela puisse arriver. Mais ce que je vais dire... Oui, mais si on veut pousser la Russie à ses derniers retranchements. Non, c'est justement le problème. Le problème, ce n'est pas de pousser la Russie jusqu'à ses derniers retranchements. Monsieur Didier Samson vient de dire que l'Europe devrait avoir une politique étrangère, une politique de défense capable d'assurer la garantie de sécurité pour les États européens. Les États européens même ne sont pas encore à l'abri. Et donc, il faudra qu'ils règlent ce problème. Donc, ils n'ont pas... Non, justement, surtout quand l'allié américain se désengage, semble se désengager. Donc, ils ne sont pas... que vous avez dit semble. Hein. Oui, mais oui, parce que les discours de Trump, c'est je ne sais pas trop, je vais voir, et puis si on me tape sur les doigts, je reviens derrière, et puis je vois où sont mes intérêts. Il n'est omnibulé que par ça. Donc, en quelque sorte, il est en train de danser le Zeni. Alors,
Une coalition des volontaires a été lancée. Voilà, une coalition des volontaires a été lancée à Londres il y a quelques semaines. Alors, pour quel résultat? Non, le résultat, c'est toujours de voir quels sont les équilibres. N'oublions pas que les Européens ont des intérêts évidents, objectifs. Partout. Partout. Donc, s'il n'y a plus le gaz qui transite par l'Ukraine pour venir, il y a problème. Bon, les Russes aussi ont besoin de cet argent frais. N'oublions pas que leur monnaie ne vaut rien sur le marché international. Bon, donc ils ont besoin du dollar, ils ont besoin d'euros également pour être sur le marché. Or, l'économie est en train de plonger. Les Européens ne peuvent pas non plus se permettre de dire on ferme tout, on lui casse la gueule, et puis c'est tout. Non, il n'y aura plus de gaz, plus de pétrole, etc. Donc, c'est du donnant-donnant. Et mais dans ce donnant-donnant, l'Ukraine trinque au passage. L'Ukraine, c'est pour ça que la politique de défense des Européens, il faut que ce soit davantage plus clair. Ouais. Les Allemands, par l'Allemagne par laquelle transitent tous les oléoducs, aura du mal à fermer la vanne. Aura du mal. Et ils en prennent suffisamment, donc ils sont davantage en première ligne. Mais ils ont connu ce que ça a été un pays coupé en deux. Donc, eux jouent. Donc, la carte de l'équilibre. Oui, ils jouent et il faut montrer un peu de fermeté et puis lâcher un peu par-ci, etc. Donc, la conférence de Londres, oui. Mais n'oubliez pas que à Londres, il y a encore quelque chose. L'Angleterre... pas dans l'Union européenne, mais dans le Conseil. Ouais. Il y a un problème. Voilà, donc il y a toutes ces considérations qui... Oui, mais alors, donc vous voulez... À vous entendre cet après-midi, vous êtes de ceux qui pensent que les Européens n'ont pas les moyens de leur politique. Aujourd'hui, les Européens n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité que l'Ukraine voudrait, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas suffisamment de moyens pour s'assurer leur sécurité. Et cela a pour conséquence de créer des divisions profondes à l'intérieur de cette Union européenne. D'autres pensent qu'on a besoin de la garantie américaine pour pouvoir avancer sur ce terrain. Et aujourd'hui, le défi pour les Européens, c'est que on pense pouvoir faire la paix, on pense pouvoir avoir de garanties de paix en Europe sans forcément discuter avec Poutine. Et moi, c'est là, je trouve que l'erreur est assez béante. Ce qui est important de faire aujourd'hui, c'est de trouver les moyens, malgré les différences, de discuter avec Poutine. Je ne vois pas une Europe en sécurité, quel que soit le mécanisme de sécurité en Europe, sans la Russie. Ce n'est pas possible. Et pour faire cela, il faut déjà commencer à discuter, alors que les Européens, jusqu'à aujourd'hui, se rendent de plus en plus compte de l'évidence qu'il faut entamer une discussion. Mais quand on a pris des sanctions, quand on a été convaincu que la Russie va connaître une défaite sur le terrain militaire, quand on est sûr que la Russie va finir par s'essouffler, qu'on a défendu cela bec et pendant plusieurs années, comment fait-on pour entrer en contact avec cette Russie? Quand on sait que la Russie nous a privés de son pétrole, nous en avons suffisamment souffert, comment faire quand nous savons que les intérêts des avoirs russes ont été gelés? Voilà un ensemble d'éléments qui entrent dans le jeu et les Américains titubent sur le fait de trouver le moyen adéquat, la formule qu'il faut pour entrer en contact avec les Russes. Et une fois que cela n'est pas fait, tout effort de sécurisation de l'Europe, de politique, de défense, quand bien même c'est clair et tout cela, ça ne pourra pas se faire. Et parlant de politique de défense, d'assurer la sécurité des Européens, ça ne va pas se faire en 5 ans. C'est un travail énorme, oui, de longue haleine. Alors, je me retourne vers vous, Didier. Alors, selon vous, les Européens veulent-ils ou alors sont-ils déjà en train d'ancrer en guerre? Je pose cette question parce que je suis en train de me référer à la déclaration du ministre britannique de la Défense qui a déclaré, je cite, que ce ne sera pas une force de maintien de la paix qui séparera les deux parties en conflit le long de la ligne de front. Oui, alors, parce que ils se sont fait la guerre depuis toujours et quand ils se battent entre eux, ça fait guerre mondiale. Bon, voilà. Et donc, ils sont habitués à la chose. Et maintenant... vous avez remarqué, depuis les accords, depuis Ronald Reagan, les accords SALT, il faut limiter
les missiles intercontinentaux. Alors chacun des 5 pays tu peux lancer 3 missiles, c'est bon. Du Conseil de sécurité. De sécurité, chacun a l'arme nucléaire. C'est dissuasif, etc. On s'est rendu compte maintenant qu'il suffit plus seulement d'avoir cette dissuasion nucléaire, parce que il disait la dissuasion nucléaire, c'est pour regarder du côté des autres pays qu'on appelle le tiers-monde qui vont être tentés de faire des choses. Mais je me suis rendu compte aujourd'hui que c'est à l'intérieur entre eux-mêmes que ça ne va plus. Donc, vous avez vu, dans tous les pays européens, les budgets pour l'armement, les budgets ont explosé. Donc, il faut se réarmer et non plus s'interdire cela et laisser les Américains comme parapluie. Et quand vous avez quelqu'un comme Trump qui ne sait pas trop ce qu'il veut, et ce n'est pas sécurisé ni sécurisant du tout. Donc, il faut revenir sur des défenses intérieures, s'armer et se barricader. Et véritablement s'armer. Et s'armer. Et donc là, maintenant, on est même dans l'armement classique. On a dans l'armement classique les chars, l'artillerie, les Kalash. Donc on est maintenant dans l'armement classique pour se protéger. Là, aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas préparé à ça, et si les Européens laissent l'Ukraine tomber, c'est encore le bloc de l'Est qui avance encore d'un pas, etc. Donc c'est un dilemme pour eux de maintenir la situation telle qu'elle, l'arrêter, ne pas tout de suite dire quitter tous les territoires que vous avez occupés, non, on négocie, on arrête les choses. Il n'y a pas une force de dissuasion, une force tampon. Non, il n'y a pas de force tampon qui puisse faire quoi que ce soit. Ce serait les envoyer à la mort tranquillement. Parlant même de force tampon, les opérations de maintien de la paix, là où elles ont réussi, c'est quand les 5 étaient d'accord que ça marche. Mais aujourd'hui, on a vu que c'est une déflagration complète à l'intérieur du Conseil de sécurité. Donc, une force européenne pour assurer la sécurité entre la Russie et le reste de l'Europe, c'est quelque chose qui est déjà mort. Alors, Martial, qu'est devenu le cessez-le-feu? Il y a eu un cessez-le-feu. Oui, mais... qu'est-ce que c'est devenu? Non, mais vous savez, ce cessez-le-feu n'est pas vraiment... Non, en fait, ça réduit l'intensité. Alors, vous parlez d'intensité, on a vu ce qui s'est passé le week-end. Récemment, justement. On a vu ce qui s'est passé le week-end, mais ça n'a même pas cessé malgré le fait qu'il y avait des cessez-le-feu. Justement, jusqu'à ce matin, même récemment, jusqu'au samedi dont vous parlez, pour ce qui est du cessez-le-feu, on se rend compte que la question, les négociations telles qu'elles devraient avancer, n'avancent pas. Et l'Ukraine est en train de voir que les Européens ne s'entendent pas toujours là pour lui apporter du soutien. En dehors du soutien apparent, les rassemblements, réunions, photos de famille ensemble, ça ne marche pas. Et puis l'Ukraine ne va pas toujours attendre. L'Ukraine continue de mener des attaques. Et n'attendez pas non plus de la part de la Russie que la Russie reste là et à observer. Donc le cessez-le-feu, le délai du cessez-le-feu a déjà expiré. Alors, finalement, quel est le rôle des États-Unis? Le rôle des États-Unis... Ils étaient très partants, ils étaient d'accord pour un cessez-le-feu, pour la fin de la guerre, mais là... C'était avec Joe Biden. Trump ne sait pas. Trump va voir, c'est America First, je ne sais pas jusqu'où il va dans ce truc. Donc lui, c'est voir s'il doit vendre davantage d'armes, il va encore s'engager. Hein. Bon, voilà. Et lui, c'est les intérêts des Américains avant tout. Et il ne voit pas l'équilibre du monde. Hein. Il ne voit pas la sécurité des Européens. Bon, il est très loin de ça. Voilà. Donc, et maintenant, c'est lui montrer par quel mécanisme, je ne sais pas, qu'il est de l'avantage de l'équilibre mondial et même des Américains, qu'il n'y ait pas de déflagration à l'est de l'Europe et que tout tombe à l'eau et qu'on recommence, etc. Humainement et économiquement, c'est inévitable pour personne. Donc il faut l'amener à ça. Malheureusement, c'est lui qui détient encore une bonne marge de manœuvre dans cette affaire-là parce que c'est le pays le plus puissant actuellement et qui se refuse à accéder aux idées européennes parce que la rivalité continue. Et après, est-ce que c'est l'équilibre des Européens retrouvé et qui va être en face des États-Unis, qui a déjà un problème avec la Chine, etc., dans sa guerre économique où je ne sais plus où il va.
Et donc, voici quelqu'un qui ne veut pas engager des Américains sur le terrain, ni les moyens américains, mais en même temps, il le faut. Vous savez, c'est à peu près le même problème qu'il a eu avec l'USAID. Lorsqu'il a coupé les aides aux pays africains ou aux autres pays qui a profité de l'USAID, il ne s'est pas tout de suite rendu compte que c'est les entreprises américaines même qui servait en train de fragiliser. Et donc, il les a fragilisés. Donc, il est revenu il y a 2 semaines sur 2-3 principes pour permettre à l'économie américaine et surtout aux ONG et surtout aux fournisseurs de technologie américaine de continuer de bénéficier un peu par ricochet du système de l'USAID. Et vous voyez, donc c'est quelqu'un qui fait et après se dit, ah oui, bon, ça ne marche pas comme ça. Donc, on va... Bon, il navigue à vue. Et pour l'instant, ça arrange la Russie de Poutine de continuer dans ce flou artistique. Hein, c'est des nageurs en eau trouble. Alors, vous parlez d'arranger, mais on ne sait pas si les négociations sur le nucléaire entre l'Israël et les États-Unis sont en train d'arranger l'État hébreu. Certainement, vous allez me le dire tout à l'heure. Là, nous sommes du côté de l'Iran et des États-Unis. L'État hébreu appréhende un accord au rabais concernant les négociations sur le nucléaire. Négociations entre États-Unis et Iran ont démarré en Oman. Justement, et c'est là que la personnalité de Donald Trump devient très insaisissable parce que Benjamin Netanyahu aurait cru que, oui, il était presque convaincu que ce sera le feu vert donné pour détruire les installations nucléaires de l'Iran. Mais il faut dire que quoi que Donald Trump fasse, il garde toujours ce pragmatisme. Et puis, il ne se dévoile pas entièrement. Oui, justement, il ne se dévoile pas entièrement. Et puis, c'est ce qui fait sa force dans les négociations. On ne sait pas du jour au lendemain, il peut décider de faire les choses autrement. Donc, on préfère le ménager et être dans ses bonnes grâces pour pouvoir tirer profit des négociations. Ce qu'on observe aujourd'hui, cette négociation lancée à nouveau avec l'Iran, alors que il a dit à plusieurs reprises que l'Iran verrait le feu des États-Unis d'Amérique. On a déjà vu, en fait, c'est du Donald Trump, hein, il avait déjà menacé suffisamment la Corée du Nord à un moment donné, et puis du jour au lendemain il dit qu'il sera en Corée du Nord, et donc tout ça là, ça se comprend. Et ce qu'il faut remarquer fondamentalement aujourd'hui, c'est qu'il est dans une dynamique d'America First, qui consiste à ce que ce soit lui qui fait de l'Amérique, en fait, qui redonne à l'Amérique sa grandeur. Et pourquoi les accords signés avec l'Iran avaient été dénoncés? C'était pas forcément parce que c'était mauvais, mais il avait quelque chose à voir avec le président Obama. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ces accords favorisaient davantage l'Iran parce que Barack Obama était en fin de mandat et voulait sceller cet accord historique, et donc les choses se sont faites dans la précipitation, et puis les Iraniens ont gagné de plus en plus dans cet accord. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où les proxys de l'Iran sont détruits, la Syrie qui restait, ça ne va plus. On voit le Hezbollah est parti, le Hamas c'est fini. Aujourd'hui, l'Iran se retrouve tout nu et avec la possibilité d'Israël de détruire suffisamment des bases nucléaires. Et donc, en ce moment, l'Iran se retrouve en position de faiblesse dans les négociations, ce qui permet à Donald Trump d'obtenir plus que ce que le président Obama avait obtenu. Je pense qu'il pense bien jouer sur cette phase. Alors, Didier, est-ce que le démarrage de ces négociations punit les intentions réelles de l'État hébreu? Pas vraiment, pas vraiment. On parlait de la personnalité insaisissable de Donald Trump, mais il y a un pragmatisme, une réalité locale, régionale. Maintenant, tous les pays arabes, l'Arabie saoudite en tête, sont prêts ou reconnaissent de fait l'existence de l'État hébreu. Et c'est pas par hasard si c'est l'Arabie saoudite qui va jouer les intermédiaires pour ou en faveur de l'Iran, en tout cas pour que les négociations sur le nucléaire se fassent. L'un est sunnite, l'autre est chiite. Il y a déjà un petit clan. L'Iran reste le seul pays au monde,
des rares pays au monde à ne pas reconnaître l'existence de l'État hébreu. Et c'est avec lui qu'on veut aller négocier pour contrôler ses armes nucléaires. Donc l'échiquier politique sur place est très compliqué. Et avec la personnalité insaisissable de Trump, les Iraniens vont certainement jouer là-dessus. Ils ont perdu énormément déjà, mais ils vont jouer là-dessus pour essayer de rééquilibrer les choses. Parce que, est-ce qu'il faut montrer une force réelle vis-à-vis de Donald Trump? Je ne pense pas. Non. Ils sont suffisamment malins pour le flatter un peu, il aime ça. Ils vont le flatter un peu et puis ils vont avoir ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est au détriment d'Israël? Netanyahou se pose de réelles questions parce que ce n'est pas ce qu'il attendait. Justement, parlant de questions, il estime que ces négociations seraient une fenêtre ouverte d'attaque pour Téhéran. Oui, c'est tout à fait compréhensible venant de la part de Benjamin Netanyahou, parce que Netanyahou, comme vous l'avez dit, l'Iran est presque le seul État à ne pas reconnaître l'État d'Israël jusqu'à présent, et il y a l'inimité entre les deux États est suffisamment élevée. Donc, ils ne se font absolument pas confiance. Surtout Benjamin Netanyahou envers l'Iran, c'est pas du tout ça, surtout quand on pense à ce qui s'est passé le 7 octobre et le soutien de l'Iran à toutes ces organisations. Son seul objectif, c'est de réussir à affaiblir suffisamment l'Iran. Et affaiblir suffisamment l'Iran, c'est de détruire tout ce qui a rapport avec l'armement nucléaire. Et donc, il est bien dans son rôle de ne pas accepter un quelconque accord avec l'Iran, bien sûr, parce que ce qu'on a vu, les négociations sur le nucléaire iranien, la première phase, quand ça a été rompu, on a vu que l'Iran a suffisamment avancé dans le développement de son nucléaire. Et Israël aujourd'hui ne veut pas prendre le risque de ce genre de situation. Israël ne fait absolument pas confiance. Quand Israël a tout fait pour démontrer que malgré les accords signés, l'Iran continuait de poursuivre en secret son nucléaire. Voilà, son nucléaire. Et donc il y a une crise de confiance très profonde. Et quand on prend cela et on mêle la relation entre les États-Unis et l'Iran, et tout ce qui s'est passé récemment, l'équation devient suffisamment compliquée. Alors, l'équation compliquée qu'on a aussi cet après-midi, c'est du côté de Taïwan. Pour avoir coupé un câble sous-marin, un capitaine chinois inculpé. De plus en plus, on assiste à des manœuvres militaires du côté de l'île. Serons-nous déjà en phase à une probable évasion de la Chine, de Taïwan par la Chine? Ils n'iront pas jusque-là. Sait-on jamais? Non, ils vont parce qu'on se rappelle que c'est en plein Conseil de sécurité que la Russie a envahi l'Ukraine. Oui, ça va faire... non, je ne pense pas que... Enfin, je m'avance un peu, mais je ne pense pas. C'est vrai que des choses se passent et de toute façon, ils n'ont pas envahi... Ils disent, je parle des Chinois, que Taïwan, ça fait partie de la Chine depuis toujours. Donc, c'est de fait. Et il le laisse évoluer parce que non seulement les taxes de mer, les taxes dans les océans, etc., ils touchent. Je donne l'exemple de Cuba. Cuba qui était en guerre contre les États-Unis depuis toujours, depuis l'histoire de la baie des cochons en 1963, etc., embargo et tout, le grand diable, les Américains qui n'ont pas manqué de faire tout et n'importe quoi. Et pourtant, selon Charles Aznavour, et pourtant, nous avions sur place Guantanamo, justement, qui est loué. Donc, il touche des dollars. Et on a mis embargo, mais je touche quand même, etc. Et la Chine, elle est... Vous croyez que nous aurons le même cas de figure grand espace, mais Hong Kong reste quand même en location bizarre, etc., pour des retombées financières. C'est comme ça. Taïwan s'est développé et est un maillon important dans le commerce international et les Chinois touchent dessus, sur ces mers-là, sur ces travaux-là, et considèrent de fait que Taïwan
fait partie. Donc, est-ce que il faut vraiment aller envahir quelque chose qui vous appartient? That's the question. Donc, je pense que non. Et il y a des intrigues. Il va y avoir des intrigues, mais tout le monde a intérêt à ce que Taïwan soit un peu une petite fenêtre ouverte comme ça. En tout cas, c'est mon analyse des choses. Alors, la section de ces câbles des télécoms devrait-elle inquiéter la communauté internationale? Et quels sont les enjeux de la section de ces câbles, selon vous, analystes géopolitiques? Vous savez, quand nous observons la géopolitique aujourd'hui, la géopolitique est faite de beaucoup de choses, à savoir les câbles sous-marins aujourd'hui sont devenus un élément important de la géopolitique. C'est ça le monde. Justement cela. Et pourquoi cette importance de plus en plus grandissante? Parce que ces câbles sous-marins transmettent des tonnes de données, d'informations. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où vous avez l'information, mais vous avez le pouvoir. Oui, vous avez le pouvoir. Donc, le fait de contrôler ces câbles ou de couper ces câbles ou d'endommager ces câbles, très souvent, c'est une attaque grave contre ceux qui bénéficient des informations fournies par ces câbles. Et puis, c'est pas la première fois que la Chine se retrouve dans cette situation. Il y a plusieurs reprises, on a accusé la Chine, même la Russie, de cessionner des câbles avec des sous-marins et tout cela. Mais ce que nous pouvons comprendre... C'est un navire battant pavillon togolais. Donc, important. Très important. Donc, ouais, il y a tout cet enjeu-là qui se joue au niveau de ces câbles. Et aujourd'hui, je vais abonder dans le sens de M. Didier Samson. La Chine n'est pas prête à s'engager dans un conflit Taïwan aujourd'hui. Les États-Unis non plus. Je peux vous garantir cela. Les États-Unis sont bien conscients du fait que c'est un sujet. Il faudrait que l'ambiguïté tourne toujours autour de Taïwan et qu'on revienne sur ces questions de temps en temps. Voilà. Exactement. Pour nourrir l'actualité internationale. Et donc, c'est tout ce qui se joue là. Sinon, c'est clair, vous reconnaissez soit Taïwan, vous reconnaissez soit la Chine. Et les États-Unis ont fait un choix, on reconnaît la Chine. Donc, pourquoi faire le débat autour de Taïwan? Alors, pour finir, le ministre chinois des Affaires étrangères a quand même refusé, Didier Samson, de commenter cette inculpation de ce capitaine chinois, mais il a déclaré, je cite, « J'insiste sur le fait que Taïwan est une partie inséparable du territoire chinois. » C'est exactement ce qu'il a dit. C'est-à-dire que de temps en temps, on agite des choses et on fait comprendre au monde qu'on n'est toujours pas d'accord pour ce qui se passe. Mais en même temps, Taïwan faisant partie de la Chine, on va rappeler à l'ordre certaines personnes, on va sévir, mais l'opacité de l'information en Chine, on sait ce que c'est. Donc, nous allons sanctionner, nous allons faire ce qu'il faut, mais c'est en interne. Et tout le monde a intérêt à ce que les choses soient comme ça. Et de temps en temps, on agite le drapeau rouge, et puis après, on sort le drapeau blanc. Et puis, je pense que ça fait partie des choses sur Terre. C'est le jeu des relations internationales. C'est le jeu des relations internationales. Et on donne ci, on donne ça. Vous pensez bien que Taïwan... On donne avec la main droite et on reprend avec la main gauche. D'une façon ou d'une autre. Taïwan, dans le flanc de la Grande Chine, comme ça, sont obligés de... Les mers, les bateaux qui passent, les intérêts, les droits de douane, les... Oui, il faut amuser la galerie de temps en temps. Et c'est Sékou Touré qui disait que de temps en temps, quand vous dansez avec un aveugle, il faut le piétiner. Il faut le piétiner de temps en temps pour lui montrer qu'il n'est pas seul au monde. Voilà. Voilà, chers amis internautes, c'est avec cette intervention de Didier Samson que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés en Côte d'Ivoire où, accusés de partialité, le parti de Laurent Gbagbo et le PDCI suspendent leur participation de la commission électorale indépendante. À ce niveau, Didier Samson et Martial Akwete ont affirmé que c'est au gouvernement de faire le premier pas, de ramener à la table des négociations les partis qui sont partis afin de donner de la crédibilité au scrutin d'octobre 2025. Au niveau de l'Europe, sécurité de l'Ukraine, la recherche d'un plan par les alliés. À ce niveau, mes deux invités ont été clairs. Les Européens n'ont pas encore la politique de leurs moyens vis-à-vis de l'Ukraine. Il faudrait déjà que les Européens eux-mêmes réussissent d'abord leur sécurité. Aux États-Unis,
Et en Iran, l'État hébreu appréhende un accord au rabais concernant les négociations sur le nucléaire. Là, ils ont été fermes. On ne sait pas à quel jeu joue Donald Trump. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre comme ça de court. C'est normal, Benjamin Netanyahu, qui croyait qu'une fois Donald Trump venu au pouvoir, ce sera du pain béni pour lui. Il a des maux de tête à en avoir. Et nous avons terminé par Taïwan. À ce niveau, Didier a estimé que de temps en temps, lorsqu'on danse avec un aveugle, il faudra le piétiner pour comprendre qu'il n'est pas seul au monde. Merci Didier. Merci, c'est un plaisir. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Mais avant, je vous souhaite déjà une bonne semaine sainte et un bon dimanche de Pâques. C'est vrai, nous sommes lundi, mais bonne Pâques déjà. Au revoir.